En direct de Chicago, bienvenue sur la radio de la communauté. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 novembre 2019. Invité de ce journal de la communauté, journal qui se veut magazine. Vous avez en face de vous Charles-Alexandre Nsanga de la France, Bernard Pongui du Canada, Blaise-Henri Nzonza de la France et mon collègue Martial Boulingui du Chief Bureau là-bas en Pennsylvanie, et c'est ici aux US. Alors, salut à tous et à toutes, surtout à vous qui sont connectés, qui êtes connectés, j'allais dire, sur Facebook et sur la radio de la communauté. Nous parlons aujourd'hui de la question du dialogue. Appelez-le dialogue, concertation entre les fils du Congo. Tout le monde s'accorde sur ça, la nécessité de cette concertation. Nous allons donc articuler cet entretien autour de trois axes, notamment pourquoi le dialogue, par qui et comment entrevoir justement ce dialogue. Mais avant de commencer, je m'en vais d'abord donner rapidement la parole à ces amis de la radio de la communauté que vous écoutez à tour de rôle. Donc, en commençant par Charles-Alexandre Nsanga. Un mot aux auditeurs. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Oui, alors, quelle est la question? Je ne vais pas répondre comme ça. Non, juste, non, c'est en guise d'introduction. Est-ce que vous avez un salut, quelque chose de particulier à évoquer bonjour à Nzonza, que je n'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Hein. On a quand même... Bonjour, doyen. Comment vas-tu, Blaise-Henri? Oh, ça va, doyen, ça va. Ben, c'est un plaisir de te revoir, même si c'est à distance. Voilà. C'est pareil pour moi. Ok, ben, il n'y a pas de souci. Alors, le suivant. Ben, qui est le suivant? Bernard Pongui. Ben, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la communauté. On veut simplement dire bonjour au peuple congolais et aussi à toi, Jean Louis, à tous tes invités. Merci encore de nous donner l'opportunité ce soir. Martial Boulingui Nzamba. Martial Nzamba Boulingui, c'est toujours un plaisir d'être sur la radio de la communauté, notre espace par excellence, où nous venons essayer de discuter avec la communauté, bien sûr, des problèmes qui minent notre communauté africaine en général et congolaise en particulier. Voilà, notre ami Blaise-Henri Nzonza. Allô, Blaise? Est-ce qu'il nous entend là? Allô, Blaise, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la communauté. Je voulais... Allô? On vous entend, oui, Blaise. Oui, je disais bonjour à tous les auditeurs et je voulais remercier mon frère Jean-Louis de m'avoir invité à cette émission. Et puis, j'espère que le débat sera constructif et se passera dans les bonnes conditions. Voilà, nous attendions notre ami Jacques Jarel Sika des Échos de Brazzaville, je crois, qui était invité et qui avait accepté l'offre. Mais je crois qu'il ne pourra pas nous rejoindre. Je vais tenter de l'appeler pendant cette émission. Alors, pour commencer, nous allons ouvrir le bal sur une espèce d'état des lieux. On parle du dialogue. Pourquoi le dialogue au Congo-Brazzaville? Alors, c'est à vous, Martial Nzamba Boulingui ou Guy Boulingui Martial, comme vous voulez. Merci. De la nécessité d'une concertation. Merci, Jean Lewis. Le Congo, depuis le dernier référendum, en passant par les élections présidentielles que nous avions connues, est dans une situation assez difficile. Nous nous rappelons encore de propos du professeur Bowawo qui avait à l'époque tiré une sonnette d'alarme en ce qui concerne le forcing que le pouvoir s'apprêtait à faire, c'est-à-dire le changement de la Constitution, les élections qui se sont passées dans un cafouillage que nous connaissons tous, les résultats qui ont amené ce pays à un blocage. Alors là où nous sommes, le pays se trouve économiquement dans une situation difficile. En ce qui concerne le social,
il y a aussi une situation qui est assez difficile. Le pays se trouve à genoux, le pays a besoin de décoller, mais ce décollage-là ne pourra être possible que si les fils et les filles du Congo se parlent et soient capables de penser à ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'essentiel, c'est le bien-être du pays, l'essentiel, c'est le Congo qui va de l'avant, l'essentiel, c'est le Congo qui gagne. Donc, face à toute cette réalité, un pays qui est économiquement exsangue, un pays qui est socialement divisé, un pays qui est politiquement au bord de l'implosion, il est important, comme on le dit chez nous, que les fils et les filles du Congo s'asseyent au Mbongi et discutent ensemble pour trouver les solutions au malade qu'est le Congo, parce que le Congo est malade et il va falloir trouver un remède pour permettre à ce pays-là de redécoller. Et cela ne peut pas se passer sans la participation des uns et des autres. D'où aujourd'hui la nécessité de se parler, la nécessité ensemble de trouver les solutions aux problèmes du pays. Charles Alexandre. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à la communauté congolaise du monde. Mon jeune frère Boulingi vient de parler de la situation difficile du Congo. Mais moi, je pense que c'est une situation qui a été volontairement choisie par M. Sassou. La situation du Congo a été choisie par Sassou parce qu'il a déclaré que le Congo n'avait aucun problème. Le Congo n'était pas dans une situation compliquée, qu'il n'y avait pas de conflit, qu'il n'y avait rien du tout. Et bon, ben, il n'arrête pas de faire ses voyages par-ci par-là, alors que le Congo, le pays, a besoin d'argent. Les salaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés. Rien, il n'y a aucun contact entre lui et les opposants, les soi-disant opposants. Alors, le dialogue, il va dialoguer avec qui? Avec les Congolais simplement ou la communauté internationale? Bon, si il y a communauté internationale, mieux vaut également que on parlait tout à l'heure, j'ai lu quelque part sur Facebook, de la participation de l'ONU. Mais l'ONU, qui c'est le représentant guinéen qui se trouve à Brazzaville, qui est en train de faire son business à Brazzaville, je trouve qu'il ne représente vraiment pas l'ONU ou qu'il n'est pas digne de représenter l'ONU. Mais le dialogue ne peut pas se tenir avec des gens comme ça. Charles, nous abordons cet aspect dans la deuxième partie, dialogue avec qui et par qui. D'accord, ok. Pour le moment, nous allons voir là. Donc, Blaise, est-ce que vous pouvez, il n'est pas stable apparemment. Blaise, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état des lieux, justement sur la nécessité du dialogue? Pourquoi dialoguer? Je pense que notre pays a une grande histoire de dialogue. Hein. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis les années 60, notre pays a connu beaucoup de crises. Et ces crises ont toujours été résolues par le dialogue. Depuis la fin de l'élection présidentielle de 2016, notre pays est en crise. Avec tout ce qui s'est passé, les résultats contestés, certains leaders de l'opposition se trouvent actuellement en prison. Je pense qu'il était temps que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour essayer de décrisper la situation politique de notre pays et pour trouver des solutions aux différents maux qui minent le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, le premier frère qui est intervenu l'a dit, même sur le plan économique, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il était temps, effectivement, qu'on s'asseye pour qu'on puisse trouver carrément des remèdes à ce malade qu'est le Congo. Voilà, Bernard Pongui, je suis Charles Alexandre dire c'est une situation volontairement créée par Sassou, ça devait vous faire plaisir, ça. Hein?
je perçois là votre leitmotiv habituel. Merci, Jean-Louis. Vous m'entendez? Oui, absolument. Oui. Bon, il faut savoir une chose. Hein, j'ai entendu beaucoup de frères, Boulingui, Charles Alexandre Tsanga et le frère Zonza parler de cette affaire du dialogue. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, c'est cette culture de dialogue à la manière Sassou qui lui donne tous les avantages nécessaires. Sassou, depuis 1997, est revenu au pouvoir. Il en a organisé des séries et des séries de dialogues qui n'ont absolument rien abouti. Sinon, favoriser cet homme, maintenir cet homme au pouvoir. Et nous le disons encore. Nous, ici, en Amérique du Nord, hein, la grande partie de l'équipe que nous dirigeons par le système baie vitrée, nous disons non à tout dialogue qui consiste à accompagner Sassou. Le dialogue, là encore, il faut voir avec quels gens sont-ils vraiment sincères de dialoguer réellement. Ils sont sincères de dialoguer normalement. Il va falloir d'abord qu'ils préparent les conditions, même de sécurité, mais ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Donc nous, on le dit, allez-y, le dialogue avec Sassou, c'est encore accompagner ce monsieur et son parti politique que nous connaissons ici, le PCT, dans cette manipulation, et simplement continuer à accroître la misère du peuple congolais. Voilà, Blaise Henri Nzonza, donc à la suite de Bernard, il a un postulat justement, quand on écoute les gens de l'opposition, et on croit que par principe, les règles du jeu sont déjà faussées. Une institution du gouvernement ne peut plus rassurer ceux qui ne sont pas au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on croit que tous les malheurs du pays ne sont venus que par leur action. Est-ce que vous êtes dubitatif comme ceux qui croient que la démarche de M. Mbéry ne pourra en aucun cas satisfaire les Congolais, puisque les conclusions, une fois obtenues, seront entérinées par ce pouvoir même? Qu'en dites-vous? Non, moi, je ne suis pas du même, non, je suis pas du même avis que le frère Pongi. D'abord, dialoguer déjà, c'est une bonne chose, par principe. Dialoguer, c'est une bonne chose. Le dialogue initié par 2015, dans les dispositions des articles 227 et 228. Donc là, il y a eu une volonté d'institutionnaliser le dialogue dans notre pays. Maintenant, aujourd'hui, avec les pourparlers qui sont en train de commencer, on ne peut pas en avance condamner ce dialogue, puisqu'il ne s'est pas encore tenu. On ne peut pas en avance dire que rien de bon ne sortira de ce dialogue-là. Je rappelle à mon frère Pongi que le dialogue des votes de 2014, organisé par le même système que nous décrions, a permis la mise en place du bulletin unique. Et ce bulletin unique a fait ses œuvres lors des dernières élections législatives de 2017. Donc, même si le parti au pouvoir sera majoritaire à ce dialogue, forcément, il en sortira quelque chose. Et aujourd'hui, avec l'implication de la communauté internationale, vous avez vu le représentant de donner à Brazzaville, je pense que ce que le Congolais devrait faire, c'est d'aller à ce dialogue et au cours de ce dialogue, poser des problèmes réels qui pourront trouver solution. M. Pongi nous dit que le dialogue organisé, la culture du dialogue n'a pas été initiée par Sassou dans notre pays. En 1992, quand il y a eu le débat sur l'article 75 de la Constitution, il y a eu le dialogue politique au pays qui a permis la mise en place de la Polo-Cela avec l'attribution de 60% à l'opposition, 40% à la mouvance présidentielle. En 1992, il fait des mouvements là, on peut même pas. Alors, est-ce que. Alors, Blaise, je sens que l'image est plus ou moins nette. Alors, Martial Boulingui. Je vais rapidement répondre à M. Nzonza ici. Allez rapidement pour qu'on donne la parole à. Oui, laisse-le terminer. Allez-y. Il est trop prématuré de conclure déjà que rien de bon ne sortira de ce dialogue. J'en ai terminé.
Merci Blaise. Bon, on sent que, vous savez, je vous rappelle qu'il est en train de rouler, il est dans un bus, donc ce n'est pas du tout facile. Alors, si vous avez trop de problèmes de connexion, l'idéal serait d'arrêter votre image et continuer avec le son. Ce serait peut-être plus facile. Parce que là. Alors, Pongui, réagissez rapidement pour. Écoutez, Louis, moi, j'aimerais rappeler au frère Blaise Nzonza ici, ne confondez pas le pédale de la conférence nationale souveraine de 1991 qui nous a ramené donc cette démocratie que tous nous avons acclamée. Nous savons que nous avons eu pendant ces moments une armée qui était totalement impartiale. Les syndicalistes avaient une action, cette soif de la démocratie au Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes là devant deux contextes totalement différents. Sassou a déjà bien fait le calcul. Le calcul de Sassou, c'est de changer la constitution, mettre des articles et venir bondir le peuple congolais avec l'institution de dialogue que lui, il a nommé. Dialoguer veut dire quoi? Dialoguer veut dire qu'il y a deux parties qui choisissent un médiateur en commun accord. Vous voyez? Et ces deux parties choisissent le lieu du dialogue. Ces deux parties choisissent éventuellement les gens qui vont participer à ce dialogue. Dans le contexte actuel, vous voyez que tout est en faveur de Sassou. Il change la constitution, toujours dans ses calculs. Il met en place une institution de dialogue et lui, il nomme le médiateur. Vous ne pouvez pas parler d'un dialogue dans ce contexte parce que la partie adverse n'a pas de parole, comme déjà ce qu'ils ont fait dans la commission électorale de l'élection passée de 2015. Vous voyez? Donc, M. Nzonza ne peut pas nous dire que le dialogue de Sassou serait la solution, sinon qu'on voyait encore le Congo à l'asphyxie. Et c'est cela. Voilà. Je vous rappelle que j'ai moi-même quelques problèmes de connexion du fait que je ne suis pas au studio aujourd'hui. Toutes nos excuses pour ces problèmes de ligne que vous constatez. Alors, Martial Boulingui, donc à la suite de Blaise Nzonza, vous pensez que, ce qui me paraît évident, parce que je connais vos positions, que le Congo a besoin d'un changement de fond en comble. Est-ce que cette démarche initiée par le gouvernement peut encore vous rassurer? Bon, écoutez, John Lewis, avec tous ceux qui sont sur le plateau, je voudrais d'abord dire que le Congo est malade. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, on t'entend là. Moi, je voulais un peu rebondir pour dire ceci. Le Congo est malade. Malade de ses dirigeants, malade de son économie, malade de sa société, malade à tous les niveaux. Alors, il serait plus qu'important que face à ce diagnostic que nous connaissons tous, parce qu'il ne faut pas se fermer, se leurrer. Le Congo est malade et face à cette maladie, il va falloir que tous les Congolais puissent être partie prenante pour permettre à ce pays-là de se remettre sur ses pieds et de pouvoir se lever, de faire face, comme tous les autres pays dans le concert de nations, et apporter sa contribution pour que le monde aussi puisse savoir que ce pays existe. Alors, aujourd'hui, face à ce que nous connaissons tous, il est important qu'une situation puisse être trouvée. Cette situation ne peut être trouvée que par les Congolais eux-mêmes. Le dialogue, ce n'est pas forcément qu'il faut qu'on puisse choisir un médiateur. Deux personnes, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont en train de parler, lorsqu'il y a un feed et un back pour ceux qui sont des communicateurs, on parle de dialogue ou de communication lorsqu'il y a un feed et un back, c'est-à-dire entre deux personnes capables de se mettre ensemble, de discuter, de donner un point de vue et de remettre de l'autre côté une certaine réponse. On parle déjà de dialogue, on parle de communication. Aujourd'hui, le Congo a besoin que nous puissions communiquer, que nous puissions dialoguer. Ce dialogue-là, c'est vrai, nous avions eu beaucoup au Congo. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Evo, il y a eu CBT, il y a eu tous les dialogues. Le problème aujourd'hui, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les précédents dialogues qu'il faut aujourd'hui essayer de recadrer pour permettre à ce que le dialogue de demain, si dialogue il y a, parce qu'il va falloir qu'il y ait un dialogue, il va falloir essayer un peu d'assouplir le climat politique, d'essayer de chercher des solutions pour que le social puisse se décrisper, d'essayer de trouver des solutions pour que demain, l'on paye les salaires des fonctionnaires, que l'on paye les bourses des étudiants et que l'on fasse, on essaie de trouver une solution au problème de retraités et que réellement le Congo puisse marcher. Pour cela, il va falloir que chaque côté, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que toutes ces deux parties puissent mettre un peu d'eau dans leur vin pour essayer un peu de donner la chance au Congo de gagner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Mbéry Martin qui va travailler pour Sassou. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec
la position. Alors Charles-Alexandre, Est-ce que vous Charles-Alexandre, voulez- dans quelle mesure vous... me Charles-Alexandre, dans laisser quelle mesure vous pensez que ce que... Est-ce Oui, que allez-y. vous pouvez me laisser finir, John Lewis? Bernard, il faut écouter les autres aussi, non? Ben, on le laisse finir son argument. Allez-y. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Bernard Pungui, Charles-Alexandre, notre modérateur, John Lewis et mon frère qui est en train de nous écouter. Donc, je pense que le Congo est malade. Le Congo a besoin que nous puissions tous mettre un peu de nous, que nous puissions oublier tout ce qu'il y a eu. Sassou a mal géré, c'est vrai. Sassou déjà dire aujourd'hui qu'il a mal géré, reconnaître qu'il va falloir qu'on fasse un dialogue, c'est une façon pour lui de reconnaître un échec dans sa politique de gouvernement. Alors, nous n'avions pas de leverage. On n'a pas quelque chose qui va pousser le pouvoir aujourd'hui à nous suivre dans ce que nous faisons. Puisque depuis longtemps, nous avions été incapables d'imposer notre agenda au pouvoir. Nous avions toujours suivi l'agenda que le pouvoir a mis en exergue. On s'est toujours collé à cela. Bon, maintenant, ici, ce que nous pouvons faire, c'est comment transformer ce dialogue-là, qui est initié par Sassou Nguesso, ne puisse pas être le dialogue du pouvoir, mais puisse être le dialogue du Congo, où chaque fils du Congo va donner un peu de lui à l'intérieur, va essayer un peu de recadrer les choses pour que les choses aillent de l'avant. Le Congo a besoin d'un dialogue, le Congo a besoin de redécoller. Et ça ne peut pas se faire en disant seulement que Sassou doit partir. Mais comment Sassou doit partir? Voilà, c'est là ma question. Merci Boulingi d'avoir fait cette transition. Charles-Alexandre, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Monsieur Martial Boulingi. Charles-Alexandre. Oui, Monsieur Martial Boulingi pense que Sassou partira à la suite d'un dialogue. Un dialogue que Sassou lui-même a initié. Un dialogue dont il a choisi les médiateurs. Méry Martin et Alain Ankwala. Si c'est l'opposition qui demande le dialogue et que Sassou l'accepte, là, on peut se dire que ça, c'est un dialogue. Quelle est la force de l'opposition actuellement pour essayer de mettre à genoux le pouvoir? C'est ça le vrai problème. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Mais alors, un peu, il a trouvé, il a compris ce que je veux dire. Quelle est la force aujourd'hui de l'opposition d'imposer le départ de Sassou au cours d'un dialogue? Est-ce que l'opposition du Congo a une puissance de faire une injonction à Sassou pour qu'il quitte le pouvoir après ce dialogue, initié par lui-même, et qu'il va diriger lui, ou c'est l'opposition qui va diriger le débat, le dialogue? Moi, je pense que le dialogue ne peut pas avoir lieu à partir du moment où il n'y a pas de crise. Ce qui préoccupe le Congo aujourd'hui, c'est le manque de la gouvernance. C'est les problèmes de l'économie. Mais ça, c'est purement congolais. C'est purement congolais. C'est une crise déjà, Charles-Alexandre. C'est une crise, mais une crise qui n'est pas constatée par la communauté internationale. Donc, c'est dire que nos opposants congolais ne sont pas forts parce qu'ils devaient donc se servir de cet état de choses pour essayer d'accentuer. Martial, je vous informe que dans le rang des opposants, il y a certains qui ont déjà suivi Paulin Makaya, qui a été reçu par le ministre, reçu ou visité parce qu'ils font le porte-à-porte par M. Alain Ankwala. Il dit qu'il est disposé à écouter et à faire des propositions. Donc, il a dû faire des propositions. Donc, ils sont sur en voie d'accepter cette démarche du gouvernement que tout le monde considère comme étant une démarche plus ou moins délicate, dans la mesure où ceux qui sont en train d'initier le dialogue sont à l'origine des maux dont souffre le Congo. C'est celui-là le problème, je crois, de Charles-Alexandre. Comment vous allez dénouer cela, Martial Boulingi? Bon, je vais rebondir en essayant de faire un parallélisme. Les auteurs des malversations, des crimes et autres. Moi, je n'ai pas fini, Martial. Mon grand frère cher Alexandre, souffrez une minute de m'écouter. Je voudrais dire ceci. Je veux ramener un peu les choses à l'époque de l'apartheid. Lorsqu'en Afrique du Sud, il y avait un gouvernement blanc qui dirigeait le pays, qui avait le contrôle de toutes les choses, mais il y avait quand même une situation
de blocage parce que tous les pays du monde étaient là en train de condamner le système. Et l'Afrique du Sud, avec Mandela en prison, mais qui n'avait pas trop de force. Mais la force dont il avait, c'était le peuple. La force qu'il avait, c'était les relations à l'extérieur. Et ça lui a permis, malgré que le dialogue avait été initié par le pouvoir, donc blanc, le pouvoir blanc, ils ont initié une sorte de dialogue avec l'opposition que représentait Mandela à l'époque. Mais voilà, Mandela a pu utiliser cette situation-là pour de son ici, retourner la situation et faire de telle sorte que le pays arrive à une sorte de démocratisation, qu'on arrive à des élections multipartites qui avaient été remportées, qui est depuis la remportée par l'ANC. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne faisons pas ce même modèle-là, Mandela en prison, qui n'avait pas de pouvoir? Voilà, donnons la parole à Bernard Pongui, qui attend. Bernard, allez-y. Voilà. Monsieur Boulingi nous amène l'histoire de l'Afrique du Sud. Il oublie qu'il y a eu des résolutions au niveau des Nations Unies pour ramener les Sud-Africains à ce grand dialogue. Vous voyez, hein, si vous voulez réussir cette affaire de dialogue au Congo, il faut qu'il y ait l'implication totale des autres pays du monde et non pas les Nations Unies choisies par Sassou et le système France-Afrique. Comme déjà nous sommes en train de voir avec les affaires du FMI choisies par Sassou et la France-Afrique, que nous sommes en train de voir le représentant des Nations Unies en Afrique qui fait des va-et-vient entre Brazzaville pour aménager le clan Sassou. Nous avons dit que si vous voulez réussir une sorte de dialogue au Congo, il faut qu'il y ait une résolution des Nations Unies qui va commencer par ramener les forces d'interposition. Parce qu'au Congo, il y a un groupe qui est hyper armé, qui est la Gestapo, qui est la milice privée de Sassou. Donc vous voyez que c'est cette milice qui fait des répressions. Il faut qu'il y ait une force impartiale qui arrive. Parce que l'opposition, est-ce qu'au Congo, vous avez une opposition? Ils sont tous muselés, ils sont tous nourris par le pouvoir en place. Quelle est cette force que l'opposition a? Tous, ils attendent le calendrier de Sassou Denis. Tous, ils attendent le calendrier de Sassou Denis. Ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Vous voyez, il faut qu'il y ait une résolution des forces d'interposition, minimum 40 000 troupes, qui vont arriver pour désarmer d'abord le camp le plus armé, qui est le camp de Sassou, et une façon d'apporter la confiance au sein des populations. Et puis éventuellement, il nous faut un gouvernement de transition pour refaire tout le système. Ça veut dire que dépouiller Sassou du pouvoir. Est-ce que Sassou est prêt à le faire? Non, il n'est pas prêt à le faire. Il va falloir que, bien sûr, les Nations Unies puissent s'imposer là-dedans. Mais si c'est seulement les médiateurs qui sont choisis par Sassou, une constitution qui est modifiée par Sassou, rien ne marchera. Sassou va continuer à fonctionner, le peuple va continuer à souffrir, les acteurs de la crise vont continuer à piétiner le peuple. Voilà pourquoi nous disons non à la manipulation de Sassou Denis. Et voilà, c'est au peuple de prendre la responsabilité. Voilà, je rappelle que nous sommes aux gens de la communauté où nous attendions. Bon, il y a Blaise qui a eu des problèmes de connexion, je crois qu'il est parti. C'est bien regrettable, il n'a pu terminer cette première partie de l'émission. Blaise Nzonza, Alexandre, à tous les trois, j'insiste que le problème posé ici est en termes de crédibilité. Alors, qu'est-ce qui rassure les Congolais de tous les côtés, et même ceux du pouvoir, qui déjà ont maille à partir avec certains amis dans le système? Vous le savez autant que moi. Alors, est-ce qu'il y a, vous pensez, M. Bouli, je reviens sur vous, que la chose telle qu'elle a déjà été engagée nous conduit à bon port? C'est celui-là le problème, puisque les acteurs qui sont en train de se pourparler, M. Mbéry, la crédibilité plus ou moins entamée, puisque vous avez, par exemple, récemment suivi le général Mbaou parle de lui en termes de traître. Donc, dans l'opinion déjà, la figure de M. Mbéry a tout gaspillé dès le départ. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer les interlocuteurs quand on sait qu'il n'y a pas un moyen terme au milieu, quelqu'un qui peserait sur la balance, comme vient de le montrer Bernard Pongui? Est-ce que les conditions même de ce dialogue du point de vue sécuritaire ne sont pas garanties? Qu'est-ce qui vous amène justement à croire qu'effectivement, en laissant cette équipe donc, gouvernementale continuer à diriger la chose, nous aboutirons à des résultats escomptés? Martial Boulingi.
Moi, j'ai peur d'une chose. J'ai peur que le pays puisse continuer à s'enliser. Parce qu'il y a des gens qui, à la revend les choses, qui vont prendre plaisir à, comment dirais-je, à une sorte de situation du pourrissement. Étant donné que Sassou ne veut pas faire le dialogue tel que nous voulons, ou tel que nous le voulons, ou nous le souhaitons, on va donc le laisser faire ces choses, on ne va pas participer au dialogue. Mais vous n'allez pas participer au dialogue. Mais Sassou va avoir ses dialogueurs, il va avoir ces gens qui vont aller faire le dialogue avec lui. Ces gens où il va imposer, qui vont accepter tout ce que Sassou va leur mettre sur la table. Puisque les gens dans notre pays ont fait de la politique, comment dirais-je, un fonds de commerce. Les gens ont fait de la politique une façon de s'enrichir et de faire de l'argent. On va avoir des opposants de circonstances. On va avoir des Kinyambungu peut-être qui iront au dialogue avec lui, bien que c'est des messieurs qui sont toujours là lorsqu'il y a une élection, lorsqu'il Sassou se retrouve en mal d'opposants ou des gens qui doivent participer, mais il y a des gens comme ça qui arrivent pour le compte de l'opposition. On va avoir encore des hommes de cette envergure-là qui viendront et le Congo ne fera qu'à souffrir. Mais pourquoi ne pas aller à ce dialogue-là d'une façon ou d'une autre et imposer à ce monsieur notre façon de voir les choses? On va montrer aussi notre bonne volonté de dire, OK, Sassou a mal fait les choses, Sassou a choisi. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'une résolution de l'ONU va arriver, qu'une force d'interposition de 50 000 hommes ou de 60 000 hommes va arriver au Congo dans la situation actuelle. Mais le Congo va mal. Il faut que l'on se parle. Non, non, Jean Lewis. Donnons la parole à Charles Alexandre, allez-y. Oui, vous ne m'avez pas laissé parler. Allez-y. Monsieur Boulingi m'a coupé la parole au moins 2 fois. Alors, il est en train de souligner il est sur le vrai point politique négatif de la politique du Congo. Sassou choisit ses partenaires. Mais est-ce que quand on choisit les partenaires, vous appelez ça dialogue? Sassou consulte individuellement tous ces partenaires qui veulent bien participer à ce dialogue. Il consulte Paulin Makaya individuellement. Il consulte les gens de l'UMP, c'est déjà un sous-ensemble du PCT. Il consulte, et je viens d'apprendre que Mboulou est en train de reconnaître le carton rouge comme parti, un parti congolais ou encore un sous-ensemble du PCT. Bon, il y a des petits partis qui sont en train de se créer par-ci par-là, spécialement pour participer à ce dialogue. Voilà. Bon, bah oui, mais tu as totalement raison. Il y a une opposition qui est en train de s'inventer. Une opposition se met en place, mais ce n'est pas une véritable opposition. Quand il y a une opposition, on ne peut pas les consulter individuellement, on les consulte tous ensemble. Mais si on consulte individuellement, c'est qu'il y a des petites négociations en cours dans les coulisses. Et ça, ce n'est pas un dialogue, on ne va pas vers un dialogue. Et M. Boulingi a souligné tout à l'heure que Mandela et son opposition, ses amis de l'opposition, avaient été aidés par l'extérieur. Ça, nous en sommes tous conscients. Mais quelle est la force internationale de l'opposition congolaise? Aucune. Est-ce que l'opposition congolaise est soutenue par des organismes internationaux? Non. L'opposition congolaise se complaise elle est en train de vivre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Elle est obligée d'accepter. Elle ne peut pas dire non. Pourquoi? Parce que tout le monde vit du système. Bon. Voilà. Les gens vont tout faire. Vous voyez, tout à l'heure, mon frère Nzonza. Charles, j'ai une question. Pardon? Charles, le frère Nzonza. Quand vous dites cette opposition vue du système, vous pensez que elle... Est-ce qu'il m'entend là? Non, oui, je t'entends, oui. Voilà, parce qu'il y a un problème d'image et de son. Voilà, je disais, quand vous dites cette opposition vue du système, vous pensez qu'elle est complice ou qu'elle est obligée d'accepter les choses comme telles parce qu'elle est dans des conditions non, elle n'est pas complice.
Certains sont Je voudrais avoir une complices. précision là-dessus. Certains sont complices. Mais parmi les opposants de Brazzaville, du Congo, ceux qui sont sur le terrain, il y en a qui sont intègres, mais ils sont obligés de suivre la marche de Sassou parce qu'ils sont muselés, parce qu'ils sont dans une situation d'insécurité pas possible. Nombreux sont dans l'obligation d'aller au dialogue. Qui va refuser d'aller au dialogue? Clément Mirassa, c'est impossible. Et pourtant, c'est un monsieur très intègre. Qui? Mathias Nzon, il ne va pas refuser. Je ne vois pas. L'opposition en question, c'est qui? C'est Tati Mabiala? Il a été nommé chef des opposants. Kolela? Non, c'est le fils à papa. Alors, c'est qui l'opposant ici à Brazzaville? Il n'y a aucun opposant. Ils iront tous au dialogue, mais dirigés par la bande à Sassou, Alain Akwala et Mberi Martin. Mais aujourd'hui, la question. Aujourd'hui, la question, Charles-Alexandre. Alors, Bernard, que faut-il faire? Une réaction peut-être relativement à ce que Alexandre veut dire. Sur l'opposition sur place, Bernard Pongui. Tout d'abord, je veux commencer par dire que quand le frère Boulingui parle, le Congo est malade, le Congo est en crise, le Congo est dans une situation économique, c'est qu'il doit savoir qui a créé cette situation. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Donc ça, c'est d'ailleurs. Mais écoutez, Bernard, je veux juste introduire quelque chose. Il faut écouter les autres, Martial. Bernard, non, il faut écouter les autres, Martial Boulingui. La maison est en train de brûler, Bernard. Est-ce qu'on va arriver qui a brûlé? Le Congo brûle parce qu'il y a un homme qui a voulu brûler le Congo. C'est que vous devez étudier Sassou Nguesso. Il faut comprendre Sassou Nguesso. Nous avons passé plus de 6 ans en train d'étudier toutes les lectures de ce monsieur. Nous avons passé à lire tout ce que ce monsieur a écrit. Il a compris le Congo, asphyxier le Congolais pour contrôler le Congo. C'est comme ça qu'il a toujours opéré. La situation de crise économique, c'est Sassou qui l'a créé. La bande à Sassou a mis le pays en difficulté économique pour vous tenir au veto. Toutefois qu'il vole l'argent, il pille l'économie du Congo et toujours il vous ramène vers un dialogue pour essayer d'aller le dédouaner. Il faut comprendre Sassou. Donc vous voyez que si vous allez dans ce contexte du dialogue, par l'homme qui, dans ses calculs maléfiques, il a ces opérations qu'il a créées, il asphyxie le Congolais. Vous le voyez hein, déjà même avec les éboulements qui se passent au Congo, les inondations. Ces gens-là ne proposent doyen. Et vous le voyez encore, par exemple, avec les 48 mesures du FMI, ils sont incapables de respecter ces mesures. Vous voyez que le problème, c'est eux, c'est Sassou, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est le PCT. Donc, ne venez pas nous dire que le dialogue créé par, réalisé, qui va être manipulé par l'homme qui est le problème du Congo serait la solution. Non, ça ne serait pas la solution. Ces hommes-là vont continuer à maintenir le pays dans une autre. Mais quant à l'opposition du Congo, nous l'avons toujours dit, nous l'avons clamé haut et fort. L'opposition du Congo, les opposants du Congo perçoivent leur per diem. Vous ne voyez pas que ces gens-là ne sont jamais des fonctionnaires de l'État? Ces gens-là ne sont jamais des chefs d'entrepreneurs. Ils vivent de quoi? Ils ne vivent de quoi? Comment ils font pour se nourrir? Et c'est ce que vous devez vous poser la question. Ces gens-là ne sont pas en fonction. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour se soigner? C'est avec l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi Sassou maîtrise tous ces gens-là. Voilà pourquoi nous demandons aux jeunes Congolais de prendre le leadership, d'oublier cette racaille politique. C'est le moment d'être un peu plus radical avec ces opposants de farce et de prendre les initiatives. Si vous comptez sur les opposants congolais, ils vont vous endormir comme déjà ils l'ont fait en 2015, avant le référendum, même lors de ce grand meeting qui s'est déroulé au boulevard Alfred Raoul. Donc, on le dit, l'opposition du Congo ne sera jamais la solution. Cette opposition sera là pour protéger le pouvoir de Sassou. On a vu Mirassa chez Ntiba, à l'enterrement du papa de Ntiba. Ça vous montre quoi? Les relations de famille, les relations d'amitié qui ne pourront jamais être brisées parce que ces gens sont connectés avec le pouvoir par les per diem, les subventions qu'on accorde, ainsi de suite. Donc on le dit, le dialogue avec Sassou
serait un passe-temps. Ça sera endormi le Congolais. Et nous demandons les jeunes du Congo à prendre la responsabilité. Et peut-être que ça serait là une ouverture et une solution. Voilà. Bernard Pongui. John Lewis. Oui, on t'écoute. Voilà, je voulais juste rebondir un moment pour dire ceci. Nous sommes des Bantous, Bernard Pongui. Vous êtes Bantous comme je le suis. Et nous savons qu'au-delà, parce que nous ne sommes pas d'abord, on peut être des hommes politiques de deux bords politiques différents, avec une vision politique qui n'est pas la même, mais nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un deuil chez nous, les Africains, est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Oui, oui. Moi, je te suis, je te suis. Lorsqu'il y a un deuil. Sauf que sur mon écran, il y a un panneau sur mon écran. Hein. Non, voilà. Jean Lewis. Ça, c'est Jean Lewis. Il va régler de ce côté. Je pense qu'il est en train de D'accord, travailler. ok. Alors, donc, je voulais dire ceci. Lorsqu'il y a un problème de deuil chez nous, même lorsqu'il y a une certaine animosité dans la famille, on essaie de ranger les couteaux, on range les machettes, on essaie de faire face au deuil. Et beaucoup de fois chez nous, dans notre Afrique… Doyen, restez en ligne, je vous prends dans quelques secondes. Voilà. Lorsque il y a un problème de ce genre, on a toujours dit, on oublie un peu ce qui nous divise et on essaie de faire le deuil. Et après le deuil… Jean Lewis, arrange l'écran, s'il te plaît. On reviendra par la suite sur ce qu'il y a comme problème. Donc, c'est pour dire à Bernard Pongui qu'il peut avoir des problèmes de divergence politique, tout ce qu'il y a, mais devant la mort, nous essayons un peu de mettre de côté nos problèmes politiques pour penser à la mort. On est d'abord des frères. On peut ne pas avoir la même vision politique, mais nous sommes d'abord et avant tout des frères, Bernard Pongui. On met à côté ces histoires de perdième ou de quoi pour dire Mirassa est allé soutenir un frère qui a perdu un parent. Ça n'a rien de politique là-dedans. C'est d'abord humain. Il y a d'abord le côté Kimuntu que nous sommes. Le Boulingui. Voilà. J'aborde dans le même sens que toi. Revenons maintenant pour dire ceci. Nous allons… Alors, est-ce que alors, Charles? Continuons le débat, on est là. Oui, donc, oui, j'ai en direct Yves Lekanda qui veut intervenir. Là, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut lui accorder quelques… Oui, bien sûr, oui. Voilà, absolument, alors, oui. Voilà, doyen, ne quittez pas. Donc, nous allons essayer de prendre le doyen Lekanda. Allez-y, nous voulons juste une réflexion générale sur la question du dialogue. Dialogue avec qui et par qui? Il faut d'abord désigner ceux qui veulent dialoguer. Bon, je vais le mettre directement là. Dialoguer. Là, c'est bon, là c'est bon. Le problème là, c'est mieux? pour lequel les Congolais parlent au gilet du dialogue. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, doyen, vas-y, doyen. Charles. Vas-y, doyen. On vous écoute, allez-y. Je disais tout à l'heure, Charles. Oui, je disais tout à l'heure, Charles, et mes frères qui sont au bout du fil, que Jean-Louis et moi avons déjà eu l'occasion de parler du dialogue, d'anticiper d'ailleurs dans notre réflexion. Et le tout début, c'est-à-dire d'entrée de matière, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le dialogue et lesquels vont dialoguer, autrement dit, qui dialogue avec qui. C'est une question pertinente. Bien. Parce que ce n'est pas la première fois que nous connaissons le dialogue. Moi, j'ai connu le dialogue particulièrement, enfin, le dialogue qui m'a vraiment marqué, et qui n'était pas d'ailleurs c'est depuis 2001, 2002, après la guerre, quand tout le monde était dehors. On a demandé qu'il y ait un dialogue. Et c'était le moment fort où l'on parlait de dialogue. On avait espéré un vrai dialogue. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un monologue. Exactement. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, tout à fait, oui. Vous me suivez? On vous suit, oui. On vous suit, doyen. Bien. Depuis donc ce dialogue d'après-guerre, qui a fait déplacer beaucoup de Congolais de la diaspora, tous ceux qui avaient quitté le pays après la guerre, etc. On se retrouve à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme dialogue? Qui a dialogué avec qui? Ben, voilà. Les enfants, ça était chez lui. Celui contre qui il avait mené la guerre était à l'extérieur, M. Lissouba.
Et des gens se sont retrouvés entre eux. Hein, c'est le centralisme démocratique du PCT. Et ils sont arrivés, ou bien on est venus pour écouter les résultats de leur monologue. Et c'était terminé. On a eu les perdièmes, comme d'habitude, et puis c'était fini. Lissouba est resté à l'étranger, ça se était chez lui, il est allé remettre les conclusions que lui il avait dictées. Et puis les gens ont estimé qu'ils ont dialogué. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu quelques personnes tolérées par le pouvoir qui étaient rentrées, mais ceux qui n'étaient pas tolérés, donc leurs problèmes n'étaient pas réglés au niveau de fameux dialogue, qui sont restés à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Et le président Pascal Lissouba, quand il a mené la guerre, n'a jamais parlé avec qui que ce soit. Alors, est-ce que c'est ça le dialogue? Est-ce que c'est ce truc-là, ce que vous appelez dialogue, c'est cela que vous voulez après que le pays soit en... Après qu'il soit en confiture, mais qu'il vive une paix de confiture. Non, moi je crois qu'on a fait toutes les bêtises et il doit y avoir une dernière bêtise où les gens doivent se dire on a vraiment trop fait. Il faut qu'on remette le pays sur les rails. Exactement. On ne va pas continuer dans des mascarades, dans des miracles, etc., tirés en longueur et les populations payent. Qui dialogue avec qui? Il faut repartir en arrière. Il faut repartir depuis la guerre de 97. Est-ce que c'est ça ce qui fera venir l'histoire pour dire, bon, écoutez, c'est depuis 97 que le pays ne va pas, on va vraiment se retrouver, on est des humains, on laissera le pays, on va mettre de l'eau dans nos égaux, on va se retrouver et puis on va passer en revue tout ce qui n'a pas marché dans le pays et on va en finir. Est-ce que c'est cela? Absolument. Absolument. Moi, je ne crois pas. Bon, mais Moi, je doyen, ne crois pas. doyen Lekanza, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Bon, il y a quelques réactions ici avec d'autres qui frisent à la limite de la provocation. Vous allez répondre, hein, qui pourra, vous allez répondre. Bon, il y a... non, ça s'adresse à tout le monde. Alain Akwala, voilà, je me suis retrouvé à la veillée et à l'inhumation de la mère du général Mokoko. Quelle déduction peut-on en faire? Qui veut bien répondre à M. Alain Akwala? C'est une question. Bon, Ginewis, je peux prendre la parole? Oui, Charles Alexandre, allez-y. Alexandre. Oui. Vous m'entendez? Alexandre, allez-y. Oui, on t'entend. On vous entend, oui. Oui, alors, John Lewis. Ginewis. Oui. Alors, à propos de la participation de Clément Mierassa à la veillée de Ntiba Florent, je pense que là, on n'est pas le problème parce que, en dehors des problèmes politiques, Clément Mierassa est parent avec celui qui est mort. C'est leur chef coutumier. Quand le chef coutumier meurt, que vous ayez des problèmes, des conflits politiques, on les met de côté, on range les couteaux comme a dit mon jeune frère Boulingi, on participe à la veillée, on enterre la personne qui est morte. La participation de Mierassa à la veillée de Ntiba Florent, je pense qu'il faut qu'on écarte ce sujet-là. Non, il s'agit... Alexandre? Oui. Alexandre? Oui. Il s'agit d'Alain Akwala. J'ai dit Alain Akwala. Alain Akwala. Bien. Alain Akwala, je peux répondre. Alain Akwala. Il dit ceci. Oui, il a eu raison de participer à la veillée mortuaire de la mère, de la maman du général. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est mort n'est en conflit avec personne. Mais le conflit, voilà, il y a un conflit politique. Il croit à quelle déduction peut-on en faire? Quelle déduction peut-on en faire? Est-ce que ça peut non, il n'y a aucune déduction. Ok, Charles, vas-y. Monsieur Pungi, 2 minutes. Il n'y a aucune déduction. Il n'y a aucune déduction à faire à propos de la participation d'Alain Akwala à la veillée de mortuaire de la maman du général Mokoko. Il n'y a aucune déduction. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans nos coutumes. C'est la coutume congolaise, c'est la coutume africaine. Des Bantous, hein? Nous sommes Bantous. Oui. Donc, la politique n'a rien à voir là-dedans. Je trouve que ce débat a été très mal placé. Bon, d'accord. Ginewis, je veux rapidement engager
un fait. C'est-à-dire qu'il y a deux fois où, dans notre coutume bantou, hein, nous nous égarons dans le respect des aînés. Hein. Et ça, c'est très dangereux parce que nos coutumes essaient de ramener le contexte aîné aussi dans la politique. Et ce que nous sommes en train de regarder dans les affaires du Congo, où on nous dit il faut respecter les aînés, ces mêmes aînés qui ont brisé le Congo, qui ont détruit le Congo, ces mêmes aînés qui continuent à prendre la jeunesse congolaise en otage, en les manipulant, en brisant leur système éducatif, leur système de santé, ainsi de suite. Donc, il y a des moments où il va falloir que nous sortions hein, de nos coutumes, hein, dire les choses comme ça y est. Hein. Mais du point de vue respect des morts, nous voyons même dans le quartier, il y a des voisins qui viennent assister, des gens qui ne font pas partie de la famille. Absolument. En fin de compte, nous voulions simplement expliquer qu'en dehors de la politique, il y a de l'amitié qui est là. Hein. Il y a de l'amitié. Il y a la famille. Exactement. Vous voyez, donc, les relations de famille, là, ça se continue, hein, même dans la politique, ça se poursuit, même dans la politique. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les affaires parfois des conflits d'intérêts, des grands conflits d'intérêts. Et au Congo, notre pays, c'est une culture, hein, ce conflit d'intérêts dans la politique. On ramène la famille, on ramène l'ethnie, ainsi de suite. Et ça, il faut briser ça dans le nouveau Congo que nous sommes en train de projeter pour essayer de faire avancer le pays. C'est celle-là, la leçon que Alain Akwala a voulu faire passer. Bon, alors, le doyen, est-ce qu'on peut écouter une réaction de... Oui, allez-y. Bon, moi, j'ai pris le débat, je peux dire, au milieu. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui mélange les affaires d'obsèques d'assistés. Bon, espèce de coq à l'âne, mais bon, il fallait bien en parler puisque... de dialogue que nous faisons des agents. Alors, puisqu'il s'agit de répondre à la question d'Alain Akwala, je ne voudrais pas confondre la situation qui s'est passée entre Ntiba et Mirassa et la question que se pose M. Akwala. Moi, je ne la comprends pas. M. Akwala n'est pas Makwa, M. n'est pas dans les mêmes coutumes que les Makwaïens, M. Akwala n'est pas un parent de Mokoko, M. Akwala n'est même pas, je suis certain, un ami de Mokoko, peut-être pas un partisan. Bon, il est allé parce qu'il a ses raisons que moi, je ne voudrais pas évoquer dans le domaine politique. Je ne sais pas si cela peut faire partie de la manipulation des opinions, du point de vue. Moi, je ne sais pas trop. Je ne peux pas juger ça. Mais par contre, je peux répondre, je peux donner un point de vue en ce qui concerne la participation de Mirassa dans les obsèques de père de Florent Tsiba. Le père de Florent Tsiba est un patriarche. Dans la contrée de l'Ekana, il y a des chefs. Il y a 4 ou 2 ou 3 branches de chefs. Le père de Florent Tsiba fait partie de ces chefs qui maintiennent le bien vivre dans la contrée de l'Ekana. Donc, les Florent Tsiba, les Mirassa sont des héritiers. Et il y a donc dans la contrée de l'Ekana des rituels, n'est-ce pas? Des rituels qui rassemblent les dignitaires de la contrée lorsqu'il y a de morts. On fait fi, n'est-ce pas? On fait fi des problèmes. De la politique. De la politique, surtout de la politique. Là, ils sont obligés de se faire violence pour se retrouver et célébrer ce patriarche qui voyage. Le voyage, c'est qui voyage, qui s'en va. Oui. Absolument. Après quoi, chacun se retrouve dans son coin, dans sa famille et tout. Et là, de toutes les façons, nous ne sommes pas dans un conflit social. Nous sommes dans un conflit politique. Et lorsque la société s'impose à vous, vous êtes obligé de respecter les règles de la contrée, les règles de la société, qui sont très loin de les règles que notre politique au plan du Congo nous impose. Quand on sort de ces obsèques, on sort de ce rituel, chacun retrouve ses positions politiques. Et pendant ces obsèques, on peut régler même des problèmes familiaux, des problèmes sociaux au niveau de la contrée. En tout cas, moi, j'ai particulièrement conseillé, j'ai demandé à M. Mirassa, je lui ai donné mon point de vue qu'il fallait qu'il aille à cette rencontre des ressortissants de l'Ekana, surtout des notaires de l'Ekana, des héritiers des notaires de l'Ekana. Il ne fallait pas qu'il soit absent. Il ne parlera pas de la politique, donc il fallait parler contrée. M. Mirassa est parti.
j'ai été informé, j'ai reçu la vidéo, je me suis exprimé dessus clairement. Maintenant, en ce qui concerne Atipolt, ce n'est pas Atipo, mais Atipolt, là, moi, j'ai un problème. Là, je ne sais pas s'il faut que moi, je donne mon point de vue ou non. Mais ça, Atipo vient-il en tant qu'un ami, parent, un concitoyen comme tous les autres, c'est pas si tous les concitoyens ont été appelés à y aller, ou bien en politique. Est-ce que c'est une autorité politique qui vient assister un général de l'armée, fût-il en retraite ou en prison, avec qui il a dû avoir des relations de travail, des relations dans leurs fonctions? Bon, il vient. Là, on peut peut-être regarder le problème. Sinon, moi, je ne me permets pas de donner un point de vue sur l'histoire d'aller à Ouattara, parce qu'il y a eu pas mal de veillées, hein, il y a eu pas mal d'obsèques, hein, il y a eu pas mal de morts dans notre pays. Je ne sais pas si M. Adel Ouattara a fait le même geste, et à titre de quoi, de qui, ça, il n'y a que lui pour nous définir. Donc, c'est une étude qui vous pose cette question. Moi, je ne vois pas comment je peux répondre à cette question. Voilà, ça, c'est clair et c'est net. Voilà, nous allons donc avancer. Nous sommes sur le point de terminer cette émission. Je crois que nous n'aurons pas la possibilité, Bernard, d'aborder la deuxième partie sur la sécurité des opposants. Il me paraît difficile d'aborder ce point. Mais Jean-Louis, oui, Jean-Louis, oui. Vous parlez à mon jeune confrère qui est au bout du fil, hein, la sécurité des opposants. Avant de parler de la sécurité de l'organisation, nous avons trouvé qu'il y a un trou. Doyen, nous avions deux points à aborder dans cette émission. Le premier point, c'était sur la question du dialogue. Dialogue pourquoi, dialogue par qui, avec qui, dialogue comment. Alors, je trouve que nous n'aurons pas le temps d'aborder cette dernière partie pour le moment et nous pourrons la reporter pour le mois prochain, je crois. Mais c'est important. Sauf si vous voulez déjà vous engager, Bernard Pongui. Comme la question de la sécurité, comme la pose mon jeune confrère. Oui. Mais on va être pendant, c'est-à-dire qu'on va être attaché à la question fondamentale qui est de savoir pourquoi le dialogue, avant d'arriver à la sécurité. Nous l'avons déjà abordé. Doyen, vous êtes venu en retard. Nous avions commencé déjà à faire l'état des lieux. Donc, vous avez pris le train en marche. Nous avons fait l'état des lieux. Nous avions... Bon, mais laissez donc mon confrère parler comme ça, enfin mon jeune concitoyen parler comme ça, je pourrais donc prendre ma parole en suivant à peu près dans son raisonnement. Ok, allez-y, Bernard. Oui, on vous écoute. Vous abordez toujours dans le contexte de ce monologue de Sassou, ou c'est la sécurité des opposants que tu veux aborder? Non, nous voulions dans ce journal aborder la question de l'insécurité, notamment des menaces qui pèsent sur vous, les opposants. Il s'agit de cela, il ne s'agit pas d'autre chose. Voilà, donc je voulais que vous introduisiez le problème qui du reste est déjà connu, Bernard Pongui, on peut l'évoquer. Je crois qu'il s'agissait de la semaine dernière, on parlait déjà des listes qui circulaient, dont le but était de procéder à l'élimination physique. Mais ce qui me préoccupe, c'est une question plus essentielle, celle de savoir pourquoi justement pourquoi le pouvoir est en proie maintenant à utiliser des moyens violents, donc des exécutions capitales. Est-ce qu'il n'y a pas là justement lieu de dire qu'effectivement ce que font ces opposants ici les dérange foncièrement, fondamentalement? Bon, mais Jean-Louis, ça c'est une très belle question. Hein. Bon, il faut savoir comment le régime Sassou opère. Hein. Des intimidations, la corruption, et on essaie de détruire votre réputation. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils veulent, ils procèdent donc avec des menaces d'assassinat. Éventuellement, hein, la corruption, nous savons, plusieurs personnes dans cette diaspora sont tombés dans cette nasse de la corruption. Et ceux-là, ils n'en parlent plus. En Amérique du Nord, nous connaissons pas mal de gens, qu'il s'agit du Canada et des États-Unis. En Europe, nous connaissons aussi. En Afrique aussi, nous connaissons. Bon, dans mon cas, comme l'a dit Congo Page, hein, avant que Congo Page le dise, nous avons été informés par nos sources qui sont même dans les palais d'Oyo. Hein, et nous avons toujours dit à Sassou que nous sommes dans le contexte baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Rien de ce que tu vas faire va se renfermer dans ta petite boîte. Ça va s'exfiltrer et ça c'est clair. Et donc,
Ils ont d'abord essayé de procéder par des créations des faux comptes Facebook, essayer de venir avec des faux transferts Western Union. Malheureusement pour eux, nous avons un système très fort, des gens autour de nous. Et là, on procède, on a tenté par une corruption, ils n'ont jamais pu. Et là, on veut maintenant tenter à la vie des citoyens. Donc ça demande que à tous les Congolais qui viennent nous dire quel est votre carnet d'adresse, nous leur demandons, allez-y demander à Sassou, nous n'avons pas de carnet d'adresse, et pourquoi Sassou donc veut assassiner ces jeunes Congolais vaillants qui dénoncent la situation du Congo-Brazzaville. Donc on le dit, la peur a changé de côté, nous ne serons jamais des girouettes, nous ne changerons jamais de position, nous sommes sur le chemin de notre retour. Sassou sait qu'il a failli pendant plus de 40 ans, le PCT a failli, et nous, puisque nous avons traversé tout ce réseau, ce chemin de désert, tous ces serpents, toutes ces montagnes, tous ces prédateurs, comme on le dit, nous ne pourrons plus reculer. Nous voulons aujourd'hui obtenir la tête de Sassou sur un plateau d'or. Et ça, nous allons l'obtenir. Et nous allons détruire le PCT. Et ça, nous allons le dire. Et les menaces, ça ne nous fera jamais peur parce que nous avons toujours dit que nous nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Pour combattre Sassou, il va falloir que vous vous élevez à l'étape de l'esprit. Tant que vous restez sous la chair, il va continuer à vous manipuler, il va continuer à vous corrompre. On le dit, la sécurité des opposants. Encore, nous avons vu l'agression du président Karanda à l'ambassade du Congo à Paris, qui est devenue une plateforme tournante de toutes les équipes de Sassou qui viennent au niveau de la place de Paris et on essaie de dispatcher au niveau de toutes les diasporas. Éventuellement, Adada, qui est l'ambassadeur de Sassou à Paris, et même les services secrets français qui sont complices dans cette affaire. Et moi, nous ne comprenons pas comment des gens qui sont très proches de la garde républicaine, ceux-là qu'on reconnaît qu'ils ont commis des crimes dans le département du Poul ou au Congo, rentrent facilement en France. Et ça, personne ne dit rien. C'est là où nous sommes en train de dire qu'il y a des ouvertures, il y a des bris, comme on dit en anglais, il y a des ouvertures dans le système de sécurité, mais c'est fait exprès parce que le système de la France-Afrique est là pour protéger le pouvoir de Sassou et essayer d'intimider les opposants, essayer d'assassiner les opposants. L'exemple du général Mbao est encore un qui a manqué de se faire assassiner. Donc, le président Roland Nitou qui a été agressé une fois au niveau de la place de Paris. Donc, on le dit, la sécurité des opposants, c'est une affaire aussi des pays de réception, les pays dans lesquels nous sommes, et nous demandons aux Congolais aussi de mettre une certaine prudence dans leur façon de faire les choses. Donc, on le dit, si Sassou aujourd'hui arrive à nous menacer, c'est qu'il connaît la grandeur du travail, c'est qu'il reconnaît que nous sommes des titans aussi dans cette lutte, et on le dit que le plus fort arrivera à mettre la main sur les uns, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Oui, Charles Alexandre. Oui, Jean Lewis, je voulais parler des menaces. Alors, les menaces, pourquoi Sassou menace? Sassou menace parce que il a perdu la guerre des médias. Parce que sur le terrain, tout le monde se tait. Personne ne peut parler. Il n'y a que dans la diaspora où les gens se permettent de dire ce qu'on pense. Alors, pour cela, il faut procéder par des menaces, par des intimidations. Moi qui vous parle, j'ai perdu il y a 3 mois quand j'ai eu un problème avec Guy Mafimba, quand j'ai balancé l'histoire de Guy Mafimba et de Ngombe. 2 jours après, ma bagnole a été brûlée. Bon, bien avant, j'en suis à ma 3e voiture brûlée, juste pour essayer de me faire taire. Mais l'intimidation, c'est le propre de Sassou. Il a intimidé ceux qui sont sur le terrain, qui ne disent plus rien, ils sont muselés. Mais il faut qu'il procède par intimider ou par menacer ceux qui sont à l'extérieur, et pour essayer de les faire taire. Mais heureusement pour nous, et malheureusement pour Sassou, nous sommes dans des pays démocratiques où on a le droit de dire quelque chose. On n'est pas au Congo. Il ne peut pas nous museler. Bon, en tout cas, pas un monsieur comme moi. Parce que moi, je ne me laisse pas prendre à n'importe quel petit piège. Ce n'est pas possible. C'est tout ce que j'avais à dire. Il a perdu le pouvoir des médias. Bon, je crois que le doyen Yves est toujours là. Alors, Yves? Oui, je suis
Voilà, on parle de la traque des opposants au-delà des frontières musulmanes, des opposants. Ça s'est vu déjà au Rwanda, où Kagame a fait la même chose. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire au-delà de cette traque? Que vise le pouvoir à terme? Non, bon, disons, Lévis. Un peu plus fort, doyen, un peu plus fort, là. Moi, je pense que nous vivons une situation catastrophique dans notre pays et nous devons être sérieux. Moi, je ne peux pas prendre la parole pour ce sujet, d'autant plus que je n'ai pas des éléments à m'apporter. Par contre, on aurait pu parler des faits concrets vécus, tels que l'attaque ou les attaques portées à l'endroit du général Mbao. Par exemple, ça c'est à la portée de tout le monde, ça se connaît par tout le monde. Les services ici connaissent la situation, les services juridiques connaissent la situation. On peut tenter d'examiner ce genre de situation au lieu de s'étendre sur des choses que moi, par exemple, on me dit qu'il y a une liste qui circule dans les mails des services de Sassou et qu'il y a des gens qui ont été envoyés sur la place de Paris. Moi, je vais être sérieux. Donc, je m'abstiens de prendre la parole sur cette question parce que je veux généralement être pointu. Et pour être pointu, il faut avoir donné, il faut avoir des éléments précis. Le cas, par exemple, du général Mbao, on peut en parler. Le cas de Nitou également, oui. Lévy, on peut en parler. Le cas de Karanda à l'ambassade, on peut en parler. Le cas tout dernièrement, avant tout, de Gombe, bastonné à l'ambassade, on peut en parler. Bon, maintenant, de ce qu'il y ait des mercenaires, etc., ça, chacun, on devrait se réserver tout en prenant des précautions individuelles, parce qu'effectivement, il ne faut pas se faire surprendre. Mais pour en faire un élément de débat, moi, je pense qu'il faut avoir des éléments. Bon, mais étant donné que je ne dispose pas, voilà. Donc, j'écoute les autres. Moi, ils ne parlent pas en l'air, ils doivent parler avec beaucoup d'éléments à l'appui. Donc, je préfère les entendre sur ce volet. Voilà, doyen, je vous rappelle que sur ce sujet, ceux qui nous rapportent l'information croient avoir des sources sûres, notamment des sources proches de ces milieux de la présidence de la République, notamment les gens comme les Pongui, hein, qui ont dit ouvertement qu'ils avaient que ces informations étaient obtenues de sources sûres, donc des sources qui ne pourront pas dévoiler naturellement sur ce plateau. Alors, nous allons... il faut aussi dire qu'il y a le blog Congo Page qui a fait oui. un article là-dessus. Hein. Voilà. Actuellement, il faut informer de prendre acte depuis 2030, mais il va falloir que chacun fasse. Ok, il n'y a pas de problème. Mais prendre la parole sur les antennes plutôt sur ton émission, je ne suis pas un sachant dans cette situation-là. Je ne maîtrise pas beaucoup grand-chose de ce que je disais. Par contre, la situation de Mbao, c'est exact. Ça peut faire l'objet d'un débat réel et en spéculant qu'on est tous en insécurité parce que ce qui leur est arrivé peut nous arriver. Maintenant, en disant qu'il y a des gens qui ont été versés sur la plage de Paris, des mercenaires de quoi, de toute façon, il faut toujours vivre sous le qui-vive quand on fait de la politique. Donc, je ne veux pas tomber dans la manipulation. Qui manipule qui? Alors, c'est pour ça que je m'abstiens avec le respect que j'ai pour les autres qui ont des éléments et qui ne peuvent pas les verser. Ça, c'est une bonne chose. Et moi, je me réserve le droit je m'abstiens en quelque sorte de donner un point de vue dessus ou d'analyser ce dont je n'ai pas voilà. éléments sur la main. Je les écoute. Merci, doyen. Nous allons refermer ce journal avec quelques réactions, quelques synthèses. Bernard Pongui, c'est à vous. Bon, moi, ce que j'aimerais simplement dire au peuple congolais, on le dit d'une manière claire au peuple congolais, le monologue de Sassou ne sera jamais la solution pour sortir le Congo parce que c'est Sassou qui demeure le problème du Congo. Le dialogue de Sassou, on le sait, c'est se maintenir au pouvoir. Ngolo Pierre, du parti contre le travail, l'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre le pouvoir en 2021. Donc, nous sommes au pouvoir
le dialogue de Sassou, c'est pour accompagner le PCT au pouvoir et c'est simplement garder les Congolais dans cette même souffrance. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire aux Congolais d'être éveillés et de se mettre en action, en mouvement. Et dans la même foulée, on veut prendre l'opportunité de parler aux chrétiens, hein, ceux-là qui passent beaucoup plus de temps dans les églises, que les pasteurs, les prêtres sont en train d'endormir le peuple congolais, hein, de nous faire miroiter qu'il y a un sauveur qui va quitter les cieux pour sauver le Congo. Non, peuple congolais, levez-vous, c'est maintenant ou jamais. Tous ensemble, on le dit, il n'y aura pas un sauveur. Sassou continue de vous endormir. Sassou continue de travailler avec ses hommes d'église. Il continue de nourrir ses hommes d'église. Prenez votre responsabilité. Vous êtes abandonnés. Regardez toutes les inondations. Regardez tous les éboulements qui se passent au pays. Les salaires ne sont pas payés. Les routes, on vous fait payer. Le dialogue de Sassou, c'est pour vous continuer à vous garder dans l'enclos de la souffrance, de la dictature, où vous n'avez pas de soins médicaux, où vous n'avez pas les hôpitaux, où vous n'avez pas de salaire, pas de bourse, pas de pension. Donc, rejetez à bloc ce dialogue. Levez-vous ensemble pour chasser cette racaille politique qui a longtemps endormi le peuple congolais. Et donc, c'est à vous. Si vous voulez vous libérer, peuple congolais, ne comptez sur aucun leader politique, ni un leader d'opposition. Comptez sur vous-même. Prenez, engagez-vous, jeunes Congolais, tous ensemble, partout où vous êtes. Il s'agit des femmes, il s'agit des jeunes, il s'agit des mamans. C'est la libération du Congo. Et ça ne peut pas se faire sans que tous nous puissions être ensemble. On le dit, mettez de côté le dialogue de Mbéry Martin, c'est pour vous endormir. 2021, encore une élection politique, une élection présidentielle dans les contextes actuels, ça sera empirer la situation. Il est incapable de régler les problèmes avec le FMI. Il est incapable de respecter même les 48 mesures que lui a acceptées avec le FMI, incapable de respecter ces conditions. Vous voyez qu'il n'y a pas la solution avec Sassou. Sassou est le problème, le PCT est le problème. Battons-nous pour chasser ces gens du pouvoir. Voilà. Alors, Charles Alexandre, avant donc de conclure sur votre droit de réponse que vous avez sollicité quant au général Mukoko, est-ce que vous pouvez réagir sur cette déclaration de l'abbé Yanguissa hier qui justement a rendu qui est déçu justement du comportement des hommes d'église, notamment ceux de Brazzaville. Donc, je suis en train de poser une question à Alexandre. Je pourrais revenir sur toi. Allô? Je comprends. Oui, John Lewis. Je Oui. comprends la réaction. Vous allez conclure, doyen les candidats. Je comprends la réaction de l'abbé Joseph Yanguissa. Le Congo, pratiquement toutes les couches sociales du Congo sont corrompues. Même l'Église, les hommes de Dieu sont corrompus. Ce que n'accepte pas l'abbé Yanguissa. L'abbé Yanguissa, c'est un vrai homme de Dieu qui n'accepte pas la corruption. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui et je le soutiens. Mais à propos du dialogue, pour revenir sur le dialogue, si Sassou veut dialoguer avec les Congolais, il va falloir qu'il fasse au moins déjà un geste politique, celui de libérer le général Mokoko et Okombi Salissa. Quels sont donc les préalables à ce dialogue? Si l'opposition n'a posé aucune condition à ce dialogue, je pense qu'il faille d'abord libérer les prisonniers politiques avant d'entamer un dialogue. Il faut un geste politique de la part de Sassou. Bien. Alors, pour conclure un peu sur Pierre, comment tu l'appelles? Pierre comment déjà? Pierre Milika Mimanga du MCCD qui est passé l'autre jour, voilà, qui fait des déclarations sur Mokoko. Oui, j'ai eu une réaction un peu active sur la façon de faire de Milika, de Joseph Milika. Joseph Milika qui représente le MCDD. Alors, MCCD. MCCD. La dictature. Alors, MCCD. C'est Pierre Milika. Si c'est un mouvement contre la dictature, ils ne peuvent pas soutenir Ntoumi.
un mouvement contre la dictature au Congo ne peut pas soutenir Ntoumi. À partir du moment où tout le monde sait que Ntoumi, c'est un envoyé de Sassou. Si vous soutenez Ntoumi et que vous refusez de participer au dialogue, mais c'est une ambiguïté totale. Milika ou le MCCD dit qu'ils soutiennent Ntoumi, mais qu'ils ne veulent pas participer au dialogue. Vous trouvez ça clair, cette situation? Bruno Mouele est un frère. Je n'ai pas pour l'habitude de faire de la langue de bois une arme politique, mais Bruno Mouele a passé une bonne partie de son temps à m'envoyer des publications de son parti par ma boîte mail. Il avait ma boîte mail et il m'envoyait des publications du MCDD. MCC. Alors, oui, c'est pareil. Alors, aujourd'hui, que son adjoint ou son secrétaire général vienne dire que le général Mokoko ne mérite pas d'être libéré, ou que c'est n'importe quoi. Moi, je ne vois personne aujourd'hui au Congo qui puisse aujourd'hui mettre de l'ordre à la place du général Mokoko. Nous devons le soutenir. S'il y a un dialogue, qu'on commence par libérer le général Mokoko et qu'on arrête de soutenir les Ntoumi. Quand on est contre la dictature, on ne soutient pas Ntoumi. Ntoumi n'est pas une fille vierge qu'on épouse à coup de millions. Ntoumi a tué tout le monde dans le pays. Mais quand on soutient Ntoumi, c'est qu'on soutient Sassou. Et donc, on va au dialogue. Et je parie, ça, je finis là-dessus, je parie que le parti du frère Bruno Mouele sera reconnu bientôt par Mboulou pour que ce petit parti participe au dialogue. Voilà pourquoi les gens changent brutalement de langage. Moi, je pensais franchement que Bruno Mouele, c'était un garçon. C'est mon frère, je peux l'appeler garçon, c'est mon frère. Si Ntoumi avait brûlé l'Alekumu, il le soutiendrait aujourd'hui? Il soutient Ntoumi parce que Ntoumi a brûlé le poule. Mais qu'est-ce que Bruno Mouele a contre le poule? Non, ça c'est pas sérieux, c'est pas faire de la politique, c'est de la politique du ventre. Merci. Non, mais Charles-Alexandre, peut-être que ce ne sont pas le Bruno Mouele lui-même. Il faut peut-être que Jean Lewis puisse l'inviter pour l'écouter. Et nous Exactement. aussi. Peut-être que c'est une erreur de ce parti, mais le président certainement peut donner son point de vue. Bernard, vous l'avez écouté l'autre jour, il était clair, il a précisé, répété que ses positions étaient celles de leur parti. Bon, alors, je comprends, Alexandre, que Bruno Mouele est votre frère, votre ami, mais nous sommes là dans un autre domaine, Alexandre. Non? Alors, on va donner la possibilité. Le président Bruno Mouele. Voilà. Le président Mouele est au courant de cette déclaration. Il a visionné cette vidéo plusieurs fois et ce que Milika aura déclaré ne vient que de leur parti. Alors, doyen, est-ce qu'on peut conclure là? Je vous donne 2 minutes pour conclure. Non, je dis sérieusement que je suis malheureux de ne pas avoir créé l'émission au début, parce qu'il me semble qu'on parle de tout et finalement un peu de rien. Moi, j'aime des choses qui se font avec une certaine précision, avec une certaine clarté. Les choses sont tellement difficiles chez nous qu'il faut avoir de la précision, il faut parler comme des responsables. Moi, je crois que de temps en temps, il y a un peu d'amalgame. Il faut tracer 2 chemins aujourd'hui. Tracer le chemin entre une ligne de démarcation entre le système qui a vraiment mis le pays, on ne peut même pas par terre, qui a mâché et détruit le pays, et ce qui peut être dit opposant, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des divergences à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, nous devons nous efforcer à avoir affaire à 2 camps. Que chaque camp s'efforce d'élaguer cette divergence pour ne retenir qu'une seule ligne
qui doit permettre au pays, à l'opposition, d'aller affronter le système, la ligne du système, pour qu'on arrive à ce qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire trouver un consensus qui nous permette, n'est-ce pas, de remettre le pays sur les rails, un bien commun, tout à ce que chacun garde ses positions de pouvoir et d'opposant. Il ne faudrait pas que l'on tombe dans le piège du système qui consiste à faire de l'opposition un mélange de salade, de saleté, de vase, etc., d'une marmite qui bout dont on voit plusieurs ébullitions, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est cela qui doit nous permettre de dire qui dialogue avec qui. Alors, on déterminera comment dialoguer en ce moment-là. Si ceux qui se disent de l'opposition et qui ne maintiennent, qui ne se supportent pas Mokoko, qui est l'opposant direct de Sassou aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Ben oui. lui qui est l'opposant, 20 ans, on ne condamne pas quelqu'un à 20 ans pour de l'amusement. Et quelqu'un ne va pas en prison pour 20 ans pour être un complice de celui qui le condamne à 20 ans parce qu'il ne sait pas s'il va y être mort ou s'il va sortir à quel moment. Nous avons blagué avec la vie de Ntchourou. Ntchourou a servi Sassou, Ntchourou a fait comme si c'est bien, c'est bon, tout ça. Et on croyait que ça soit allé effectivement libérer Ntchourou, c'est ton complice et tout. Il nous trompe, Ntchourou en est mort. Son frère, je ne sais pas qui en est mort. Aujourd'hui, nous ne nous sommes même pas attardés sur la situation de Kalakala. Tout le pays devrait s'ébranler à voir Kalakala mourir. Hein? La justice, les opposants, les républicains ou anti-républicains, etc., on devrait s'interroger. On a laissé Kalakala mourir pratiquement sans rien faire, comme si demain, puisque vous parlez de la sécurité, ça veut dire que vous avez peur. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Kalakala peut arriver. Mais faut-il vivre combien de Kalakala, par exemple? Combien faut vivre beaucoup combien de Sourou faudrait-il que les Congolais vivent? Combien de complices de Sassou, qui est Bokoko, faut quand même combien il faut combien de Lussuba chassés? Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. On fait de n'importe quoi. On mélange les choses, etc. Et puis après, Sassou s'en sort victorieux, vous vous plaignez. Et vous trouvez des boucs émissaires, les sudistes, vous n'êtes pas sérieux. Chacun de nous a quelque chose à défendre, quelque chose de fond de lui qui ne peut pas livrer. Excusez-moi, nous avons parmi nous des gens qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des cousins, qui ont perdu du neveu, du nord au sud. Quand on parle de ce qu'on a bombardé le pôle, et que tout le monde se lit comme ça. Moi, j'ai perdu un enfant. Même s'il ne voit pas tout le pôle, c'était mon enfant. C'est quand même mon enfant. Vous n'allez pas compatir avec moi parce qu'il n'y avait qu'un seul enfant du Nord appartenant à quelqu'un qui se dit opposant. Alors, on n'y pense pas. Non. Nous sommes dans une situation catastrophique, inédite, du jamais vu et d'inimaginable. Et nous ne pouvons pas continuer à nous chiffonner, n'est-ce pas, les positions, aller de gauche à droite. Qui dialogue avec qui? Voilà, il faut deux camps qui dialoguent. Même les gens qui se disent qu'ils sont comment ils appellent, du milieu, là, comment ils appellent, les partis du centre. Ça, pour moi, c'est de l'escroquerie. Dans une situation où le Congo est en ruine aujourd'hui, il ne peut pas avoir des gens du centre. On doit prendre une position. On est d'accord pour nous, tombe, on n'est pas d'accord. C'est tout. Voilà, notre démarche devait être celle-là. Tous ceux qui prennent, voilà. C'est pour ça que moi, je tire ma conclusion. Nous ne sommes pas sérieux et ça souvent encore manipuler qui que ce soit. Et on va toujours continuer à geindre, à se plaindre, à perdre du temps. Écoutez-moi. Absolument. Je vais vous poser une question. Voilà, doyen, on va arrêter l'émission le temps que... Oui, je vais arrêter. Je vais arrêter mon point de vue. C'est sérieux. Nous parlons du pôle. Moi, je suis né au pôle. Je suis un homme du pôle. J'ai veillé au pôle. Après, dans le système de Sassou, s'il est composé
d'un certain nombre de ministres de chez Sassou, des environnements de Sassou, du Nord. Combien il y en a du pôle? La deuxième force du système de Sassou, ce n'est pas le pôle. Exactement. Avec 4 ministres environ, le président du Sénat, de quoi tout ça. Est-ce que ces gens se sont déjà retrouvés entre eux pour tirer les conclusions de ce qui arrive dans cher pôle et aller voir leur chef pour dire, Monsieur le Président, vraiment, nous ne pouvons plus supporter ce qu'on nous reproche. Nous vous suggérons des solutions. Auquel cas, en bloc, nous démissionnons. Vous les avez vus? Non, Bravo. vous ne les avez pas vus. Parce que ce ne sera pas Kolela qui est allé, et ça va être X, Y, etc. Donc, Bravo. essayons d'affûter nos ménages. Conclusion, essayons d'affûter nos ménages pour que l'on trouve une opposition qui plaise à tous ceux qui luttent contre ce système-là. Et pour dire à ce système, nous ne voulons plus de ça. Votre dialogue-là, tel que vous le présentez, voici notre contre-proposition. Et on assiste à la réaction du système. Et face à la réaction du système, on lui oppose encore une autre réaction qui nous amène à un consensus où les Congolais doivent se retrouver pour élaguer systématiquement. Le Congo ne va pas être quand même tout le temps un champ de ruines, un champ de bataille, un champ de confrontation des égos, un champ de confrontation des gens qui estiment qu'ils ne doivent pas vivre avec, il suffit de regret. Non. Et pour ça, il faut que l'on soit sérieux. Voilà ma conclusion. Bravo. Voilà. Merci, doyen. Nous avons des impératifs d'enregistrement, alors je ne voulais pas vous laisser parler dans le vide. Voilà. Voilà, l'enregistrement est presque terminé. Non. Merci, doyen Yves. C'est le doyen Yves Lekanda Abongui de la France. Voilà, vous êtes à Amiens, voilà, je crois. Et un autre qui est à Nanterre, monsieur Charles-Alexandre Ntsanga, qui est un brave militant que vous connaissez, donc vous le voyez en image aujourd'hui. Voilà. Et Bernard Pongui, donc merci d'avoir été mes invités à ce journal de la communauté. Nous avons perdu Nzonza très tôt dans ce débat. Il n'a fait qu'un tour de table, malheureusement. Bon, nous aurons l'occasion peut-être de l'inviter quand il sera un peu plus stable. Bon, Jean Jarel Sika n'est pas venu pour des raisons que j'ignore. Boulingi nous a quittés un peu plus tôt pour des raisons professionnelles. Alors donc, je vous garantis que le mois prochain, nous aurons une autre tribune ici, peut-être dans le cadre de ce dialogue ou peut-être quelque chose de plus proche pour essayer de revoir, de revisiter les aspects que nous aurions effleurés pendant ce débat. Merci encore une fois de plus et à la semaine prochaine pour les amis du journal de la communauté. Salut. Salut. Au revoir.